Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la notion d'ensemble, de combinatoire et de dénombrement. Alors ce cours permet de fixer un petit peu les choses dès le départ avec ces différentes notions qui vont être utilisées dans les différents chapitres qui vont suivre. C'est pour ça qu'en général ce chapitre est vu en début d'année. On commence avec le grand 1 avec la notion d'ensemble fini et ce qu'on appelle le principe additif avec le petit a. Eh bien, première définition, très simple, un ensemble fini, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble qui possède un nombre fini d'éléments. Eh bien, le principe additif, c'est le suivant. Cela vous dit que si vous avez A et B, deux parties disjointes d'un ensemble fini E, constituées respectivement de M et N éléments, c'est-à-dire que l'ensemble A, il a exactement M éléments, et l'ensemble B, il a N éléments, alors le nombre d'éléments de la réunion, donc de A avec B, je rappelle que ces deux ensembles sont disjoints, ils n'ont pas d'éléments en commun, eh bien, le nombre d'éléments de A union B, ça sera la somme M plus N. C'est très intuitif et très facile à comprendre. Maintenant, notation et cas général, le nombre d'éléments d'une partie A d'un ensemble fini, grand E, ça va se noter card de A pour le cardinal de A. Et pour toute partie A et B de E, nous avons la formule cardinal de A union B, ça va être le cardinal de A, plus le cardinal de B, moins le cardinal de A inter B. Cette formule est analogue à la formule de proba avec la probabilité de A union B, qui vaut la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. Et bien avec les cardinaux, c'est exactement la même chose. C'est la même formule. Alors très rapidement, une petite explication de cette formule. Eh bien A union B, c'est la réunion disjointe entre A et A bar union B, comme vous le voyez ici sur le schéma. Eh bien le cardinal de A union B, vu que ces deux ensembles sont disjoints, c'est le cardinal de A plus cardinal de A bar inter B. Donc c'est tous les éléments de B auxquels on enlève les éléments qui sont à la fois dans A et dans B, c'est-à-dire A inter B. Autrement dit, la formule vaut donc cardinal de A plus cardinal de B, donc tout l'ensemble B, moins ce qui est dans A et B en même temps, c'est-à-dire moins le cardinal de A inter B. Et on vient de démontrer la formule. Maintenant, le principe multiplicatif avec le petit b, le produit cartésien de deux ensembles finis, E et F, qui est noté E croix F, c'est l'ensemble des couples XY, où X est un élément de E et Y un élément de F. Exemple, on peut utiliser un tableau croisé ou un arbre pour citer par exemple tous les éléments de E croix F. Si l'ensemble E, c'est l'ensemble constitué des nombres 1 et 2, et l'ensemble F, l'ensemble des éléments A, B, C. Eh bien, E croix F, ça va être tous les couples possibles formés par 1, 2 et ABC, comme vous le voyez ici dans le tableau. Pareil, on peut illustrer ça avec l'arbre que vous voyez ici, et remarquez bien que il y a 6 couples possibles, et ce sont les mêmes, aussi bien dans le tableau que pour l'arbre qui est à côté. Eh bien, le principe multiplicatif, c'est le suivant. Si E et F sont deux ensembles finis constitués respectivement de M et N éléments, alors E croix F est un ensemble fini également, dont le nombre d'éléments va être le produit M fois N. Et une explication également très rapide, c'est que un tableau qui a M lignes et N colonnes contient forcément M fois N cases. On poursuit avec l'ensemble des cas uplés, ou ce qu'on appelle les cas listes également, d'un ensemble fini, grand E. Eh bien, définition. Si E c'est un ensemble fini à n éléments, et K un nombre entier naturel non nul, eh bien un K uplet d'éléments de E, ça va être une liste qui va être ordonnée avec
exactement k éléments, distincts éventuellement ou confondus. Et l'ensemble de tous les k uplets de E, ça va être l'ensemble E, croix E, etc. Croix E avec l'ensemble E répété k fois. Et on le note, comme pour les nombres, E puissance k. Exemple, si je prends l'ensemble E constitué des éléments A, B, C, eh bien un arbre qui liste tous les triplets de E puissance 3, ça va être cet arbre suivant. Donc le premier triplet, ce serait le triplet A, puis A. Le deuxième triplet serait A, puis B. Le troisième triplet A, puis C, etc. Et on liste ainsi tous les triplets possibles à l'aide de cet arbre. Alors d'après le principe multiplicatif, eh bien le nombre d'éléments de E puissance 3, ça sera 3 à la puissance 3. Puisque ça fait 3 fois 3 fois 3. Ça donne donc 27 triplets possibles, formés donc à partir de l'ensemble ABC. On poursuit avec le grand 2, le nombre de parties d'un ensemble. Donc quand vous avez un ensemble, la question qu'on peut se poser, c'est, avec cet ensemble-là, combien de parties d'ensemble je peux constituer avec cet ensemble initial? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question avec le petit a. Ensemble des parties d'un ensemble, justement. Et une première notation ou un rappel avec le signe d'inclusion. Si vous avez E et A deux ensembles, eh bien la notation A avec une sorte de C, E, ça se lit A est inclus dans E, signifie que tout élément de A est forcément dans E, puisque A est inclus dans E. Autrement dit, en fait, A, c'est une partie ou un sous-ensemble de E. Deuxième point, on va noter maintenant P de E, l'ensemble des parties de l'ensemble E. Donc ça sera l'ensemble de toutes les combinaisons possibles. Ça sera en fait un ensemble de sous-ensembles de E. Donc il y a par exemple tous les singletons, donc les ensembles à un seul élément, tous les couples, tous les triplets, etc. possibles, etc. Ça nous donne donc un ensemble d'ensembles qui va être beaucoup plus grand que l'ensemble initial E. Il faut savoir que l'ensemble vide, qui est noté donc 0 barré comme vous le savez, c'est une partie de tout ensemble. Donc si je prends l'ensemble E, et l'ensemble vide, ça sera un sous-ensemble de E. Exemple, pour clarifier tout ça, les parties de l'ensemble E constituées des éléments A et B sont les ensembles constitués de 2 éléments, de 1 élément ou de 0 élément. Donc 2 éléments, vous avez tout l'ensemble, c'est l'ensemble E, l'ensemble AB, il y a bien 2 éléments à l'intérieur. Un seul élément, il y a les singletons A et singleton B. Et enfin, le sous-ensemble qui n'a pas d'éléments, c'est l'ensemble vide, noté 0 barré. Donc en fait, E, il a combien de sous-ensembles ici? Il en a exactement 4. Eh bien, l'ensemble des parties de E, ça sera le vide, le singleton A, le singleton B, et l'ensemble constitué de A et B, c'est-à-dire l'ensemble E. Maintenant, le cas particulier, si E c'est l'ensemble vide, eh bien l'ensemble vide, il a une partie à 0 élément, lui-même, et en fait P de E, ça sera l'ensemble constitué de l'ensemble vide. Dans le cas, encore une fois, où E c'est l'ensemble vide. Bon, ce dernier point n'est pas forcément très important, on ne va pas le croiser assez souvent, même très peu. Ce sera quelque chose de plus important dans les futures années, si vous faites encore des mathématiques. On passe au petit b avec le nombre de parties d'un ensemble. Eh bien, propriété, si je prends n un entier naturel, eh bien, un ensemble fini qui a n éléments, il possède 2 puissance n parties. C'est-à-dire que le cardinal de P de E, l'ensemble des parties de E, ça va être 2 puissance n. Eh bien, la preuve, on raisonne par récurrence. Eh bien, on va appeler P majuscule n. Attention, ici, c'est bien un P majuscule. Tout à l'heure, l'ensemble des parties de E se note avec un P ronde. Eh bien, on note P de n. Eh bien, Pn, ça sera la propriété suivante. Eh bien, un ensemble qui a n éléments, il a 2 puissance n parties. Donc, 2 puissance n sous-ensemble. On le montre pour l'initialisation, c'est-à-dire pour le rang n égale à 0. Eh bien, l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. C'est quoi le cardinal
de l'ensemble des parties de E, ça sera 1, puisque c'est l'ensemble qui contient l'ensemble vide, donc il n'y a qu'un seul élément, et 2 puissance 0, ça fait 1. Donc P de 0 est bien vérifié. Maintenant, pour l'hérédité, on suppose que pour un certain entier naturel n, la propriété Pn est vraie. C'est-à-dire qu'un ensemble E, qui a n éléments, il a exactement 2 puissance n parties, ce qui constitue notre hypothèse de récurrence. Eh bien, on va considérer un élément x qui n'est pas dans E, et on va poser E', l'ensemble qui va être la réunion disjointe entre E et le singleton x. Eh bien, évidemment, d'après le principe additif du début, l'ensemble E', il a n plus 1 éléments. Il y a donc deux familles de parties de E', celle qui ne contient pas x, c'est-à-dire l'ensemble des parties de E, et il y en a 2 puissance n, et celles qui contiennent x. Celles-ci sont obtenues en ajoutant x à chaque partie de E. Et il y en a également 2 puissance n, puisqu'il suffit de prendre les 2 puissance n sous-ensembles de l'ensemble E, et à chaque sous-ensemble, je lui ajoute l'élément x. Donc il y en a également 2 puissance n. Maintenant, si je regarde du coup le nombre d'éléments de la partie de l'ensemble total E', ça va être 2 puissance n plus 2 puissance n. C'est-à-dire 2 fois 2 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1. On vient de montrer que l'ensemble E', qui contient n plus 1 élément, il a 2 puissance n plus 1 sous-ensemble. C'est-à-dire que la propriété est vraie au rang n plus 1. Pour conclure, l'initialisation est bien vérifiée. La propriété Pn est vraie pour tout n. C'est-à-dire que pour n'importe quel entier naturel n, un ensemble qui a n éléments, il aura exactement 2 puissance n sous-ensemble. Alors on peut faire le lien entre partie d'un ensemble à n éléments et les différents n-uplets de l'ensemble constitué de 0 et 1. Eh bien on considère l'ensemble E à n éléments constitué donc des x1, x2 jusqu'à xn, donc n éléments, avec n un entier naturel. Eh bien à chaque partie de E correspond à un unique n-uplet de l'ensemble 0, 1 et inversement. En effet, si x1 appartient à la partie ou au sous-ensemble, eh bien on va affecter un 1 en première position du n-uplet et 0 sinon. Pour x2, on fait la même chose. Donc si x2 appartient à la partie ou sous-ensemble, on affecte un 1 en deuxième position du n-uplet et 0 sinon, et ainsi de suite jusqu'à xn avec la nème position du n-uplet. Par exemple, le n-uplet 0, 1, 0, 1, puis que des 0 correspond à la partie x2, x4. Le n-uplet 1, 1, 1, puis que des 0 correspond donc à la partie ou au sous-ensemble x1, x2, x3, etc. Et l'ensemble vide correspond au n-uplet avec que des 0. On voit bien qu'il y a autant de parties de l'ensemble E que de n-uplets de l'ensemble 0, 1. Il y en a donc 2 puissance n. On peut aussi représenter ceci à l'aide d'un arbre. Donc on fonctionne par colonne. Première colonne, ça va être x1, ensuite x2, ensuite x3, etc. Donc x1, soit il est dans la partie ou sous-ensemble, soit il ne l'est pas, donc soit 1, soit 0. Pareil pour x2, ça me donne la deuxième colonne. Pareil pour x3, etc. Et je raisonne de cette manière-là. Ça me donne à la fin de mon arbre, eh bien, toutes les possibilités possibles entre les n-uplets différents et également les différentes parties de l'ensemble E. On poursuit avec le grand 3, donc avec les k-uplets d'éléments, cette fois-ci distincts, et la notion de permutation. Donc on va prendre un entier naturel n, plus grand ou égal à 1. Eh bien, petit a, on va parler du nombre de k-uplets d'éléments distincts d'un ensemble E. Eh bien, propriété, si k désigne un entier naturel compris entre 1 et n, le nombre de k-uplets d'éléments distincts d'un ensemble E à n éléments, ça va être n fois n-1 fois n-2, etc. jusqu'à n moins k plus 1. Alors le n moins k plus 1, on peut le voir comme étant n moins parenthèse k moins 1. Donc il y a ici au final k facteurs en commençant par le n. Puisque n c'est n moins 0, ensuite n moins 1, et on va de 0 jusqu'à
k-1 et de 0 jusqu'à k-1, vous avez exactement k nombre entier. Il y a donc k facteurs. Alors la preuve, on a n choix pour la première position. Vu que tout est distinct, pour la deuxième position, il en reste n-1 choix possible. On a donc n fois n-1 choix pour les deux premières positions du k-uplet. Et en poursuivant ainsi, on complète toutes les positions jusqu'à la k-1 ième position. Il reste donc n-k-1, c'est-à-dire n-k plus 1 possibilités pour la k-ième position, ce qui donne donc n fois n-1 fois etc. jusqu'à n-k plus 1. Exemple, le nombre de 6 uplets d'éléments distincts d'un ensemble qui a 9 éléments est de 60 480. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je multiplie donc en partant de 9 et en décroissant de façon entière jusqu'à 6 facteurs. Puisque moi je cherche les 6 uplets. Donc ça fait 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 et fois 4. Il y a exactement 6 facteurs ici. Et je pars bien de 9. Ce qui fait donc 60 480. Donc si vous avez du mal avec le n-k plus 1, ce qui peut arriver, ce qu'il faut retenir, quand vous avez un 6 uplet, il faut 6 facteurs. Quand vous avez un 10 uplet, il faut 10 facteurs. On passe au petit b maintenant avec la notion de permutation des éléments d'un ensemble grand E. Définition. Eh bien, on considère E un ensemble fini qui a n éléments. Une permutation des éléments de E, ça va être un n uplet d'éléments distincts de E. Exemple, si je prends grand E un ensemble à 8 éléments et que je considère le 4 uplet 1, 4, 7, 3, eh bien ça c'est une permutation. Ça veut dire qu'en fait je vais permuter des éléments de 1 à 8. Et regardez, si je range ça donc par ordre croissant dans la première ligne ici, donc de 1 jusqu'à 8. En deuxième ligne, je vais mettre à quoi correspond chaque élément. Donc j'ai 1, 4, 7, 3. Le 1 va s'envoyer sur 4. Donc c'est pour ça que j'ai en dessous de 1 ici j'ai 4. Ensuite, le 4 va s'envoyer sur 7. Donc en dessous de 4, de la première ligne, je vais l'envoyer à 7. Et enfin, 7, je vais l'envoyer sur 3. Donc en dessous de 7 ici, je l'envoie sur 3. Et 3 va forcément être envoyé sur 1. Donc chaque nombre ici va être envoyé sur le nombre qui est juste après. Et le nombre en dernière position va se renvoyer sur la première. Remarque, les permutations de E nous donnent toutes les dispositions ou ordres possibles des éléments de E. Le résultat suivant est un cas particulier de la propriété précédente pour k égale n. Eh bien, propriété, le nombre de permutations d'un ensemble fini qui a n éléments, c'est n fois n-1 fois n-2 fois etc. Donc, fois 3, fois 2 et fois 1. Attention, on s'arrête bien à 1, on va pas jusqu'à 0, sinon ça va tout annuler. Et ce nombre-là, il va être noté avec un point d'exclamation qui se lit factoriel n. Une petite remarque, eh bien par convention, 0 factoriel, ça fait 1. Bon, c'est vrai que ça paraît bizarre, mais c'est une convention, et c'est ce qu'on retrouve, et qui est cohérent avec tous les calculs sur la factorielle. C'est comme 0 puissance 0 qui fait 1, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des conventions, mais qui restent compatibles à 100% avec tous nos calculs. Petit exemple, eh bien le nombre de permutations de l'ensemble ABCD, c'est 24. Pourquoi? Puisqu'il y a 4 éléments, et factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 et fois 1, ce qui donne bien 24. Petite conséquence, eh bien le nombre de k uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments, il va s'écrire factoriel n sur factoriel n-k. Alors pourquoi? Parce que eh bien n fois n-1 fois etc. jusqu'à n-k plus 1, c'est n fois n-1 fois etc. n-k moins 1, entre parenthèses, et je multiplie au numérateur et au dénominateur par factoriel n-k. Au numérateur, je trouve factoriel n, et au dénominateur, vous avez n-k factoriel. On passe au grand 4 avec la notion de combinaison et le petit a, les combinaisons de k éléments parmi n. Soit E un ensemble à n éléments, avec n appartenant à grand N, avec k compris entre 0 et n, eh bien une combinaison de k éléments de l'ensemble de E, ça va être une partie ou un sous-ensemble de k éléments de E.
Donc typiquement, si vous avez un ensemble, eh bien une combinaison de k éléments de l'ensemble de E, ça va être un sous-ensemble qui a exactement k éléments. Ce nombre-là, donc le nombre de combinaisons de k éléments parmi n, va être noté comme ça en colonne. Donc k en bas puis n en haut. Attention, ce n'est pas une fraction, ce n'est pas les coordonnées d'un vecteur également. Et ça se lit k parmi n. Donc toujours le nombre qui est en dessous parmi celui qui est au-dessus. K parmi n. Alors remarque ici, l'ordre n'intervient pas, puisque l'ensemble 1, 2, 3, c'est aussi l'ensemble 3, 1, 2, c'est aussi l'ensemble 2, 1, 3, etc. Donc il n'y a pas d'ordre, et également il n'y a pas de répétition du même élément dans un sous-ensemble. Alors petit exemple, l'ensemble AB est une combinaison de deux éléments de l'ensemble BCEAD, par exemple. Pour résumer, eh bien, une combinaison, c'est tout simplement un ensemble qui sera constitué d'éléments que je vais piocher dans l'ensemble de départ, sans répétition et sans position particulière au niveau de l'écriture. Donc l'ensemble 3, 2, 1, c'est l'ensemble 1, 2, 3, c'est l'ensemble 3, 1, 2, etc. C'est la même combinaison. Alors ici, cas particulier maintenant, si n égale 1, la seule partie de E a n éléments, donc a un seul élément, ça va être lui-même, puisque l'ensemble E a un seul élément. 0 parmi n, donc combien y a-t-il de sous-ensembles à 0 éléments lorsque l'ensemble de départ grand E a n éléments? Eh bien, il n'y a que l'ensemble vide, c'est-à-dire que 0 parmi n, ça fait 1. Maintenant, 1 parmi n, sachant que l'ensemble E a n éléments. Admettons x1, x2 jusqu'à xn. Combien de sous-ensembles à un seul élément je peux constituer? Eh bien, je peux en constituer exactement n. Il y a le singleton x1, le singleton x2, le singleton x3, etc. jusqu'à le singleton xn. On a bien ici n sous-ensembles à un seul élément. On passe au petit b avec le nombre de combinaisons cette fois-ci possibles partant d'un ensemble grand E. Eh bien, pour tout entier naturel n et k, avec k compris entre 0 et n, eh bien k parmi n, c'est factoriel n divisé par factoriel k fois n moins k factoriel. Ce qui vaut, quand on simplifie, à n fois n-1 fois etc. n moins k plus 1. On retrouve ici le nombre de k-uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments au numérateur divisé par factoriel k. Alors, on va démontrer ce résultat. On va supposer dans un premier temps que k est compris entre 1 et n et pas 0 et n, et a une combinaison grand F qui vaut x1 jusqu'à xk. Donc ici, il y a k éléments. On associe factoriel k permutation de f. On obtient les k-uplets d'éléments distincts de f. En faisant maintenant la même chose pour toutes les autres combinaisons de k éléments de E, on obtient tous les k-uplets d'éléments distincts de E. Ça veut dire que k parmi n fois factoriel k, ça fait n fois n-1 fois etc. n moins k plus 1, c'est-à-dire le nombre de k-uplets d'éléments distincts de f. Ensuite, il suffit tout simplement de passer le factoriel k à droite en divisant, ce qui donne bien, d'après une conséquence précédente, que k parmi n, ça fait factoriel n divisé par factoriel k fois factoriel n moins k. Et maintenant, si n est plus grand ou égal à 1 et que k est nul, eh bien 0 parmi n, ça fait 1. Et on a aussi, avec la formule, le résultat qui vaut 1. Et si k et n sont tous les deux nuls, on a 0 parmi 0 qui fait 1. Et factoriel 0 sur factoriel 0 au carré, ça fait également 1. Petite parenthèse, en probabilité, eh bien, si on considère une expérience aléatoire qui a deux issues répétées de façon identique et indépendante, et ceci n fois, on peut construire l'arbre suivant, donc succès-échec pour la première expérience, je répète l'expérience, donc succès-échec, etc., jusqu'à la nème expérience, eh bien, un chemin peut être représenté par une liste de n éléments où l'on inscrit donc soit le succès, soit l'échec. Eh bien, le nombre de chemins avec exactement k succès, ça va être exactement le nombre de choix de k positions parmi n, où l'on inscrit la lettre S. Ça va être le nombre de chemins
à k succès parmi n répétitions de mon expérience aléatoire. Si vous avez une expérience aléatoire qui a 4 répétitions et vous voulez le nombre de chemins qui a exactement 2 succès, eh bien, vous allez chercher parmi donc les 4 répétitions le nombre de fois où vous avez exactement 2 succès. Donc ça peut être par exemple succès, succès, puis échec, échec. Ça peut être succès, échec, échec, puis succès. Ça peut être échec, échec, succès, succès, etc., etc. Ces choix sont donc les combinaisons de k positions parmi n répétitions. On finit par le grand 5 avec les propriétés des nombres de combinaisons. La première, c'est la propriété de symétrie. Eh bien, pour tout entier naturel, n et k avec k compris entre 0 et n, eh bien, k parmi n, c'est n moins k parmi n. Donc, le nombre de sous-ensembles à k éléments parmi un ensemble qui en a n, c'est exactement la même chose que le nombre de sous-ensembles à n moins k éléments parmi cet ensemble qui en a n. Alors, la preuve, on va démontrer ceci de façon probabiliste et en s'aidant de l'arbre précédent. Eh bien, dans un arbre à n répétitions, donc de succès-échec, eh bien, vous avez autant de chemins qui réalisent k succès que de chemins qui réalisent k échec. C'est-à-dire, quand vous avez k échec, vous avez forcément n moins k succès, ce qui démontre bien la formule. Propriété maintenant avec la relation de Pascal, toujours avec n plus grand égal à 1, et k compris entre 0 et n-1, eh bien k parmi n, ça va être la somme de k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. On va démontrer cette propriété de deux façons, une première qui est calculatoire et un peu longue, et une deuxième qui va être beaucoup plus rapide grâce au point de vue probabiliste. Alors pour la première preuve, eh bien d'une part, ça vaut quoi k-1 parmi n-1? Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va détailler chaque terme ici à droite. Pour le premier terme, donc k-1 parmi n-1, ça donne factoriel n-1 divisé par factoriel k-1, facteur de n-1 moins parenthèse k-1 factoriel. Dans la grande parenthèse ici au dénominateur, j'enlève mes parenthèses, ça donne n-1 moins k plus 1. Les 1 s'en vont, il reste donc factoriel n-1 divisé par factoriel k-1 multiplié par factoriel n-k. Maintenant, l'idée, c'est de se ramener au dénominateur de la partie à gauche, c'est-à-dire de k parmi n-1. Il suffit de multiplier par k au numérateur et au dénominateur. Ça fait k fois factoriel k-1, ce qui donne factoriel k. On obtient donc k fois factoriel n-1 divisé par factoriel k fois n-k factoriel. Maintenant, pour le terme k parmi n-1, on applique exactement le même raisonnement, sauf que cette fois-ci, comme j'ai déjà au dénominateur factoriel k, il me faut factoriel n-k, et moi j'ai factoriel n-k-1. Donc je vais multiplier par l'entier qui est juste au-dessus, c'est-à-dire n-k au numérateur et au dénominateur. J'obtiens bien à la fin, au dénominateur factoriel k fois n-k factoriel. Au numérateur, j'ai factoriel n-1 multiplié par n-k. Maintenant que ces deux termes sont au même dénominateur, je peux rassembler les deux fractions. J'additionne donc les numérateurs avec une grande barre de fraction en bas, ce qui donne, avec le facteur commun n factoriel n-1 facteur de k plus n-k, les k se simplifient, je retrouve factoriel n au numérateur. J'obtiens bien le coefficient binomial k parmi n. Cette première démonstration, c'est vrai qu'elle est assez calculatoire, mais elle est très formatrice, c'est bien de savoir la refaire. Pour la deuxième preuve, elle est plus rapide et utilise les probabilités, ce qu'on a vu précédemment. Donc dans un arbre à succès-échec et n répétitions, le nombre de chemins réalisant k succès, c'est k parmi n. Et parmi ces chemins, il y en a exactement un qui commence par le succès et un qui commence par l'échec. Pour celui qui commence par le succès, il reste donc k-1 succès parmi n-1 répétition. Donc k-1 parmi n-1. Et pour celui qui commence par l'échec, il reste donc k succès parmi n-1 répétition
donc k parmi n-1. Donc le nombre chemin total à k succès parmi n répétitions, c'est le nombre de chemins qui commence par un succès, c'est-à-dire il y en a k-1 parmi n-1, plus le nombre de chemins qui commence par l'échec, et ici il y en a k parmi n-1. Ça donne donc k parmi n égale k-1 parmi n-1 plus k parmi n-1. Propriété, ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Le tableau qui suit se complète de proche en proche comme combinaison répondant à la propriété donc du triangle de Pascal. Et ce triangle-là est utilisé pour déterminer rapidement les coefficients binomiaux. Alors on va le construire ensemble, le triangle de Pascal. Donc la première colonne correspond à n, donc le nombre de répétitions. Et la première ligne, ça correspond à k, donc le nombre de succès. Étant donné que le nombre de succès ne peut pas être au-dessus du nombre de répétitions, on ne peut pas avoir plus de succès que d'expérience, ce n'est pas possible, eh bien on va remplir seulement la partie triangulaire inférieure. Et en appliquant donc la formule de Pascal, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si je prends la valeur de cette case plus la valeur de cette case, ça me donne la valeur de la case qui est juste en dessous. Donc on y va pour la construction. On avait dit que 0 parmi n, tout le temps, ça faisait toujours 1. Et n parmi n, ça fait toujours 1 également. Donc je mets des 1 sur la diagonale et je mets des 1 sur cette colonne ici en orange. Ensuite, je peux maintenant remplir tout mon tableau à l'aide de la formule du triangle de Pascal. Pour cette valeur ici, ça va être la valeur qui est juste au-dessus plus la valeur qui est juste avant, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. La valeur qui est ici, 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Là, ça me donne donc la ligne correspondant à 3 répétitions. Je continue. Ici, ça fait 1 plus 3 qui fait 4, 3 plus 3 qui fait 6, 3 plus 1 qui fait 4. Je continue, la ligne 5. 1 plus 4 qui fait 5, 4 et 6, ça fait 10, 6 et 4, 10, et 4 et 1, 5. Voilà ma ligne n égale à 5. Je peux continuer comme ça, pareil pour 6, voici tous les résultats. Et la ligne 7 également. Et donc, vous remarquerez à chaque fois que ces deux valeurs additionnées, ça donne la valeur qui est encadrée ici en vert. Je peux bien entendu continuer pour n égale 8, 9, etc. Et ainsi déterminer donc toutes les valeurs des coefficients binomiaux. Petite remarque, eh bien, il y avait la propriété de symétrie que j'ai évoquée précédemment. Vous voyez à chaque fois, pour chaque ligne, vous avez une symétrie. Pour n égale 1, eh bien, vous avez 1 et 1, c'est symétrique. Pour la ligne 2, la symétrie se trouve donc au niveau du chiffre 2. Pour la ligne 3, c'est entre les deux valeurs 3. On a 1, 3, puis 3, 1. Pour la ligne 4, avant 6, vous avez 1, 4, puis après vous avez 4, 1. Symétrie. Pareil entre 10 et 10, etc. Vous remarquez à chaque fois que vous avez une symétrie des nombres qui découle directement de la formule k parmi n égale à n moins k parmi n.